Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence qui traite d'un sujet en émergence que nous espérons donc partager avec vous durant les 3 quarts d'heure qui nous sont impartis. Donc, on va traiter le sujet du care manager. Alors, un petit mot d'introduction avant de vous présenter nos invités de ce matin. Comme vous le savez, je vous apprends rien. En France, on a tous les services de soins et d'aide à domicile qui sont très variés, qui sont présents quasiment sur tous les territoires. Mais ils sont très hétérogènes dans leur cadre juridique, réglementaire, dans leur circuit de financement, dans leurs modalités de tarification, dans leur modèle d'organisation, dans leurs conventions collectives, la définition des métiers, des pratiques, etc. Si bien que les usagers, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les patients chroniques et leurs aidants rencontrent au quotidien des difficultés d'accès d'abord à ces services, d'accès à ces services de soins, d'aide à domicile, d'accès à l'information, d'accès à une orientation pour identifier le bon service au bon moment, le bon interlocuteur. Mais aussi, il y a aussi des problématiques qui sont liées à la prestation elle-même, qui ne répond pas toujours aux qualités requises nécessaires pour pouvoir accompagner une personne qui est en situation de fragilité de manière momentanée ou de manière durable dans son parcours de vie. Et c'est dans ce contexte qu'ont émergé en France ces dernières années différentes initiatives, de plus en plus nombreuses aujourd'hui, portées par des acteurs publics, des acteurs privés, qui, je dirais, malgré leurs différences, et vous allez le voir aujourd'hui au travers du témoignage de nos 3 invités, malgré leurs différences d'approche, leur modèle d'organisation, leur modèle économique, leurs cibles, etc., elles ont ce point commun de proposer des accompagnements personnalisés dans la durée et coordonnés, centrés autour de l'usager. On a grosso modo 3 types de modèles. Un care management en présentiel, un care management à distance, et on a le troisième modèle qui combine les deux, un modèle hybride. Et donc, je vous présente nos intervenants. Nous avons donc avec nous Dr de Bastard, qui est donc vice-président de l'association de la plateforme territoriale d'appui. Donc, on est sur votre territoire. À côté de lui, nous avons Guillaume Staub, fondateur, directeur général de la structure Prevencare. Et enfin, nous avons Monsieur Mathieu Michels, qui est donc fondateur de l'entreprise UNED. Donc chacun de ces trois vont nous expliquer la genèse de leur action. D'abord, qui sont-ils, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils proposent. Et je vous propose, et là je m'oriente vers nos invités, de proposer donc un tour de table où vous allez vous présenter, et ensuite structurer donc la présentation de vos actions en trois grandes questions. La première, elle va tourner autour quelles sont les valeurs qui ont animé la création des solutions que vous proposez. Bien évidemment, quelles sont les cibles de vos actions, quelle est votre offre, l'offre que vous proposez à ces personnes, à ces usagers cibles, et quel est aujourd'hui d'ores et déjà, quel impact de ces solutions sur la qualité de vie de ces personnes. Ça, c'est le premier axe. Après, on fera bien évidemment un deuxième tour de table, et là, on va rentrer vraiment dans la salle des machines. C'est dans le back-office, c'est comment vous organisez ça, quels sont les processus, quels sont les modèles économiques, les modèles de gestion, et quels sont les freins, les leviers sur lesquels vous appuyez pour pouvoir fournir cette offre de service et cette promesse de valeur. Et enfin, on terminera par la question qui nous anime ici, c'est que toutes vos initiatives, elles sont portées par un care manager. On a envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce care manager, qui est-il, quel type de profil, quelles sont ses missions et quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir exercer ce métier. Donc, je commence par le docteur de Bastard, puisqu'on est sur son territoire. Donc, docteur de Bastard, donc c'est à vous de vous présenter et commencer peut-être à nous donner les premiers éléments sur le premier axe. Merci. Bonjour. Alors, je suis médecin urgentiste et je suis, en effet, comme disait Mohamed Melki, vice-président de l'APTA. Alors, l'APTA, c'est une association qui est financée, créée par l'ARS, c'est-à-dire c'était des appels à projets qui répondaient au e-parcours et qui ont vocation à coordonner les professionnels de santé, libéraux et hospitaliers, et toutes les structurations d'organisation sur le territoire médico-social. Donc l'APTA est, si vous voulez, la coordination départementale des futurs CPTS et CPTS qui existent aujourd'hui.
C'est quelque chose qui essaie de faire en sorte qu'autour de certains parcours, dont le parcours gériatrique, le parcours oncologique, voilà, tous les parcours un peu de patients complexes qu'on peut imaginer, essaie de mettre en commun les ressources et d'organiser des choses qui sont supra-territoire CPTS. Parce qu'on sait, par exemple, dans les Yvelines, vous avez des territoires, mettons, plus à l'ouest, hein, donc plus ruraux, où il y a des offres de soins qui sont très limitées, à la fois en personnel soignant et puis en hospitalisation ou voilà, établissements médico-sociaux. Donc, pouvoir mettre en commun sur l'ensemble du territoire ces organisations. Alors, elle a vocation en fait à faciliter l'exercice entre les infirmiers, les kinés, les médecins, etc., avec les gens qui sont en ville et les gens qui sont donc dans ces établissements. L'APTA travaille avec le conseil départemental, avec les maisons de l'autonomie, sur une maison commune, justement, ville, hôpital et conseil départemental, et c'est-à-dire à la fois ce qui est sanitaire et médico-social. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est souvent le fait de coordonner les gens qui se connaissent mal, c'est-à-dire le médico-social et le sanitaire. Quand vous avez des patients qui commencent à ne pas aller bien et qui, on l'a vu pendant la période Covid, se retrouvent en difficulté, savoir les identifier, savoir mettre en place rapidement ce dont on a besoin sur le territoire et auprès du patient pour éviter l'arrivée aux urgences, l'arrivée en hôpital. Parce que ce qu'on voit qui est le professionnel de santé en ville, il est souvent seul et qui ne sait pas très bien la ressource qu'il y a sur ce territoire ou qu'il y a une ressource un petit peu plus loin qui existe et les possibilités qu'il peut y avoir d'associations, d'organisations, etc. Donc l'APTA n'est pas une structure, une organisation effectrice, mais qui essaie d'être une plateforme, hein, puisque c'est le nom justement, plateforme territoriale d'appui, pour aider les professionnels, et parce que vous avez souvent les familles, les aidants, quand ils sont là, qui vont auprès du médecin traitant ou auprès de l'infirmière et qui ne savent pas trouver la solution. Donc le médecin aussi a un travail qui est important. Il a souvent, il connaît pas bien tout l'aspect administratif que vous pouvez avoir au sein des établissements, c'est-à-dire tout ce qui est l'assistante sociale et tous les services sociaux qui peuvent être mobilisés auprès de ce patient. Et donc l'APTA est là dans le cadre de cette maison de l'autonomie, enfin la maison de l'autonomie départementale, essaie de se coordonner pour trouver les solutions. Voilà globalement la philosophie. Docteur de Bastard, donc la sortie d'hospitalisation, elle concerne tous les patients de 0 à de 0 ans à pas d'âge. Mais comme on est dans le champ de l'autonomie, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, est-ce que vous pouvez nous dire que parmi les sorties d'hospitalisation, qu'est-ce que ça représente les personnes âgées et des personnes en situation de handicap? Alors, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui est en phase d'installation. Donc, on n'est pas en vitesse de croisière. On a travaillé justement pendant la période Covid parce que c'est vrai que je pense que pour tout le monde, la période Covid a été un déclencheur qui a permis d'aller très vite, de mobiliser les gens, de se réunir, de mettre en place un petit peu tout ça. Donc, dans les établissements hospitaliers, on a eu, vous avez vu, les établissements ont été submergés parce qu'il y avait besoin de mobiliser les lits et puis de faire en sorte que les patients puissent sortir rapidement pour pouvoir réoccuper ces lits. Donc l'APTA a vocation à finalement éviter que les patients arrivent dans les établissements et puis ensuite à les faire sortir le plus rapidement possible. C'est-à-dire c'est pouvoir faire en sorte que les patients, par exemple au moment de la période Covid, hein, qui avaient été malades, hein, puissent retourner rapidement à domicile avec des aides à la personne. Ça a été aussi toutes les personnes qui étaient atteintes du Covid ou qui étaient isolées pour différentes raisons, pouvoir, et ça on l'a fait beaucoup avec le conseil départemental, puissent avoir le portage des repas, des gens qui puissent venir, des infirmières qui puissent prendre les constantes, etc. Et toutes les personnes qui puissent prendre soin de ces personnes-là. Donc en prêt hospitalier pour éviter qu'ils arrivent à l'hôpital et puis en sortie d'hospitalisation. En termes de volume, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais ça a été quelque chose d'important qui a permis de faire en sorte que le système a tenu, le système hospitalier, hein, éviter justement ces afflux trop importants. Et aujourd'hui, on voit le système hospitalier en difficulté, quelque chose qu'on n'imaginait pas encore il y a quelques mois, c'est-à-dire on a eu cette crise Covid. Aujourd'hui, au mois de septembre, tout le monde a repris le travail et on a vu qu'il y avait beaucoup de professionnels qui étaient parvenus au travail parce qu'ils ont mis leur intérêt ou leur vie familiale, en tous les cas,
leurs objectifs principaux n'étaient pas ceux qu'il y avait avant la crise Covid. Ils sont recentrés sur leur famille, sur leur famille élargie, sur leurs origines, et beaucoup ont quitté la région parisienne, sont partis en province où on trouve un autre travail. Donc on a retrouvé beaucoup, vous savez qu'à peu près 20% des lits d'hospitalisation aujourd'hui en Ile-de-France sont fermés faute de professionnels, et donc il faut pouvoir trouver d'autres solutions. Et ces solutions, c'est justement essayer de se coordonner pour maintenir les gens à domicile ou faire en sorte qu'ils puissent retourner rapidement à domicile. Docteur de Bastard, merci pour ces premiers éléments. Vous avez posé le décor d'une initiative qui concerne les sorties d'hospitalisation et donc la nécessité de coordonner le passage de l'hôpital au domicile, du domicile à l'hôpital, en fonction des types de situations. Je voudrais donner la parole à Guillaume Stob tout de suite. Donc vous vous présentez également, donc vous posez les premiers éléments de décor, contexte de création de Prevencare et ses objectifs. Voilà. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis un des 3 cofondateurs de Prevencare, qui est un service de care management dédié à l'accompagnement des salariés aidants familiaux. Alors, comment est né le projet? J'ai préalablement créé une entreprise spécialisée dans l'aide et le maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes en 2002. Donc, ça remonte à quasiment 20 ans. Une entreprise que j'ai développée pendant 10 ans, essentiellement axée sur l'accompagnement de personnes âgées dépendantes. L'âge moyen des bénéficiaires était de 83 ans. Voilà, on a ouvert un certain nombre d'agences en France. Entre-temps, fin 2012, on s'est fait racheter par un grand groupe que j'ai accompagné après pendant 4 ans. Et en fait, pendant toutes ces années, entre 2002 et 2016, j'ai tout simplement fait un constat. C'est qu'aujourd'hui, on a en effet un certain nombre de dispositifs informationnels en France. Ça, c'est vrai. Il y en a un certain nombre. La seule chose, c'est que tout fonctionne en silo et personne ne communique avec personne. Et pendant toutes ces années, j'ai tout simplement constaté une chose, c'est que les familles qui venaient dans nos agences pour une première demande, qui était la demande d'aide humaine, au fond, c'est-à-dire rechercher une auxiliaire de vie pour aider un proche, que ce soit parent ou grand-parent, à réaliser les gestes de la vie quotidienne, avaient une multitude de questions en périphérique, c'est-à-dire j'ai entendu dire que papa ou maman pouvait bénéficier d'une aide financière, vers qui je me tourne, comment ça marche, est-ce qu'elle y a droit, où est-ce que je dois aller chercher le dossier, est-ce que vous connaissez une structure pour de la téléassistance, pour du potage de repas, est-ce que vous connaissez une infirmière pour préparer les piluliers, parce que en effet j'habite à distance et je ne suis pas à côté de mes parents ou de mes proches et donc je ne peux pas passer toutes les semaines, etc., etc. Au fond, tous les services dont on peut avoir besoin dans une notion de parcours de soins. Et donc, naturellement, en tant que professionnel du maintien à domicile, j'orientais mes clients vers les acteurs du territoire, que ce soit des acteurs médico-sociaux, publics ou privés. L'objectif, c'était d'apporter une réponse de qualité. Mais j'ai surtout constaté que, naturellement, avec le vieillissement de la population, l'allongement de la durée de vie, malheureusement avec les maladies chroniques, l'explosion des familles monoparentales, il y avait un vrai besoin d'accompagner en particulier les personnes en activité professionnelle. Et donc aujourd'hui, Prevencare est dédié à accompagner les salariés donc, qui font face à la fragilité d'un proche. Et donc notre service est un service B2B2C, c'est-à-dire que c'est un service que nous vendons aux entreprises. Donc l'entreprise s'abonne à Prevencare et offre à ses collaborateurs qui font face à la fragilité d'un proche l'accompagnement, un service de care management, donc un expert des questions sociales et familiales qui va accompagner le salarié aidant dans une notion de parcours de soins. Donc au fond, qu'est-ce qu'on va faire? On va le prendre par la main et on ne va pas le lâcher du début jusqu'à la fin pour le décharger complètement, car comme le disait en effet le docteur de Bastard, c'est des démarches qui sont souvent chronophages, anxiogènes et stressantes. Et lorsque vous avez une activité professionnelle, que ce soit plein temps ou à mi-temps, et qu'en plus vous occupez d'un proche fragile, quelle que soit la fragilité de votre proche, ça génère en effet un certain nombre d'anxiété et de stress. Et donc nous, on dit aux entreprises, on va accompagner votre salarié, ça va être gagnant pour vous, et ça va être naturellement aussi gagnant pour le collaborateur qui va pouvoir aborder les questions de la fragilité de son proche de manière beaucoup plus sereine. Voilà ce que l'on fait chez Prevencare. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces premiers mots. Bien évidemment, vous l'avez compris, hein, la demande d'information, conseil, orientation, en l'occurrence des aidants proches, et plus particulièrement ceux qui sont en activité professionnelle, qui ont une vie familiale, qui ont des enfants également à élever, etc., elle se fait souvent dans des situations de rupture, tout au moins dans des situations qui ne sont pas des situations aisées, pas des situations simples. Et c'est là qu'on voit que je dirais la première aide qu'on peut apporter à ces personnes, c'est déjà l'aide, c'est déjà l'accès à la bonne information, au bon service, au bon moment. Et c'est déjà énorme parce que c'est une économie d'énergie, c'est une économie de temps,
c'est une économie sur les moyens, c'est aussi une économie sur les moyens, et souvent c'est un gain de chance pour l'usager qui est en situation de fragilité. Je voudrais donner la parole à M. Mathieu Michel pour nous présenter également, se présenter lui-même, bien évidemment. Monsieur Michel, vous venez du Nord, c'est vraiment un territoire très intéressant pour nous parce que c'est un territoire également laboratoire sur pas mal de sujets qui concernent l'autonomie. Donc, c'est à vous de vous présenter et nous donner les premiers éléments pour planter le décor pour la deuxième phase. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu Michels. Je suis le cofondateur de UNAID. Pour vous planter un peu le décor, je suis arrivé à créer UNAID par rapport à une expérience de vie, parce que je suis avant tout un aidant familial, où malheureusement je l'étais. Et j'ai été confronté à la perte d'autonomie de nombreux proches, et dont celle de mon papa. Moi, je travaillais dans le développement d'agences commerciales en téléphonie, en protection des biens à l'arme résidentielle, donc rien à voir. Et j'ai affronté ce marché en fait de la perte d'autonomie malgré moi et face à des sachants auxquels je posais des questions. Comment je peux aider mon papa qui avait une dégénérescence fronto-temporale, une DFT, et son maintien à domicile était très compliqué. Et donc, on était sans cesse sur, on va faire passer le département, on va faire une évaluation à pas, avec un plan d'aide à pas. Bon, allez, tiens, il est GIR 2, vous avez 60 heures. Oh, mais 60 heures, comment on va faire pour aider papa à rester à la maison avec 60 heures? Comment je fais? Mais vous inquiétez pas, il y a un SAD qui va venir et donc on me met un prestataire. Le prestataire, jamais les mêmes personnes, mon papa ça l'inquiète, etc. On fait venir un autre prestataire. Je résilie, j'en fais venir un autre. Donc je cherche encore. Et puis après, les nuits sont, c'est pas possible. On n'y arrive plus avec ma maman, elle s'use et elle commence à abîmer elle-même sa santé. Donc c'est des parcours que vous connaissez tous, je pense, hein, mais c'est ce que j'ai vécu aussi. Et donc, comment je peux trouver une personne qui vienne la nuit? Le département, et là je regarde financièrement, c'est pas couvert. Et là on me propose, moi je connais quelqu'un qui fait des nuits au black. Et donc la réponse que je pouvais avoir, rendez-vous compte, c'était je dois faire quelque chose qui est interdit par la loi. Et là après on dit mais non, mais il y a des personnes qui font aussi au CESU. Allez trouver une personne qui fait des CESU, qui fait des nuits. Ensuite, c'était de regarder s'il peut rester chez lui pour la toilette en fait. La salle de bain n'était pas adaptée. Contacter des artisans. Mais les artisans, est-ce que le devis est bon? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que ça va être adapté à son handicap? Donc toutes ces ruptures de parcours de vie, on a décidé avec UNAID, en créant cette société en 2017, de venir à ces moments importants. Puisque sur le territoire, il y avait bien une Maya. On me disait, on peut gérer des cas complexes, liste d'attente. Je devais attendre en fait 1 an. Mais moi, 1 an, chaque mois, l'état de santé se dégradait. Comment je faisais? Et donc, on est venu créer cette structure pour faire tous les autres cas, en fait, et d'intervenir en rupture de parcours. On a aujourd'hui 15 care managers qui interviennent sur 76 départements, puisque notre particularité, c'est d'allier ces prestations de care manager avec des petites équipes autonomes d'aide à domicile qu'on vient présenter aux familles. Donc on travaille aussi bien avec la mise en relation d'un prestataire qu'en mandataire, et c'est notre structure propre, ou avec des présentations de gré à gré. Puisque notre croyance fondamentale, c'est que le médico-social et la mise en place de ces auxiliaires de vie à domicile nous permet d'avoir une remontée d'informations constante, journalière, grâce aux outils que je vous présenterai par la suite, qu'on a pu développer, pour adapter notre prise en charge et d'être présent, de répondre présent au bon moment pour accompagner l'aidant et son proche. Aujourd'hui, on peut intervenir sur l'aide et les soins à domicile, les aides administratives et financières, l'adaptation et l'équipement du domicile, et la sélection et l'orientation vers un établissement spécialisé. Quand on parle de rupture de parcours, on va jusqu'à l'accompagnement de la personne suite au décès de son proche. Puisqu'en fait, souvent, en fait, les pouvoirs publics, on s'arrête. Et c'est à ce moment-là aussi où on a besoin d'être accompagné. Et c'est de détecter justement à quel moment le maintien à domicile est encore possible. Est-ce que je dois le présenter à une famille d'accueil? Est-ce que je dois aller sur un habitat alternatif? Toutes ces questions, en fait, c'est d'aller plus loin que d'évaluer et d'orienter. On veut mettre en place et suivre. Et c'est là où c'est important dans cette connotation de qui est l'aidant de l'aidant. Et donc on aide l'aidant en aidant son proche. On l'a compris, donc vous trois,
malgré les différences de vos actions, hein. Les cas d'usage sont différents, la démarche est différente, et même la cible est différente. Mais quand même, je dirais le point commun entre vous, c'est que vous proposez précisément de répondre au dysfonctionnement des services qui fonctionnent en silo, qui sont fragmentaires, qui sont parfois redondants, qui sont peu lisibles pour les usagers, pour leurs aidants. Vous répondez à ce besoin, chacun à sa manière. Ma question, que j'ai envie de faire un deuxième tour de table avec vous, vraiment, vous avez de l'expérience, du recul maintenant, quelle est vraiment la valeur ajoutée que vous apportez aux usagers? Qu'est-ce qui change dans leur vie? Docteur de Bastard, peut-être? Oui, alors ce qui change, c'est, je pense, pour un petit peu tous les, dans les trois cas, c'est faire en sorte justement qu'on travaille moins en silo. C'est-à-dire, on a la difficulté aujourd'hui, c'est que vous adressez à une structure, une autre structure, etc., qui communiquent pas entre elles, pour lesquelles vous attendez, il y a des délais de prise en charge ou de coordination entre ce qui est le sanitaire, le médico-social, les aides, le financement, etc., qui font que les délais sont très longs et donc vous êtes tout le temps en attente et vous êtes dans des situations stressantes, intermédiaires, où il faut essayer d'organiser quelque chose de transitoire en attendant qu'on puisse mettre en place ce qui convient. Donc le principe général, je crois, c'est essayer de coordonner ces fonctionnements en silo des différentes structures. Pour le bien du patient en sortie d'hospitalisation. Voilà, en sortie, et puis pour éviter l'hospitalisation aussi. Et éviter des nouvelles hospitalisations. Guillaume? C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'objectif du care management, encore une fois, c'est de faire gagner du temps à l'aidant familial et aux proches aidants. Ce qui a été exprimé en effet par tous les trois, c'est un constat où le fonctionnement des organisations, malheureusement, sont construites en silo. Et aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que les proches aidants, lorsque vous avez la perte d'autonomie d'un de vos proches qui vous tombe dessus, c'est très souvent d'une manière assez souvent de manière soudaine et pas forcément bien anticipée. Donc ça, c'est le premier gros stress. Après, vous allez avoir toute la recherche d'informations. Donc la recherche d'informations, mettre en place un certain nombre de dispositifs, ça aussi, ça génère énormément de stress, puisque tant que vous n'êtes pas touché par la fragilité de votre proche, vous ne vous posez pas de questions et vous anticipez pas, en effet, les dispositifs qui peuvent exister. Et donc nous, on a constaté, et je l'ai constaté depuis un certain nombre d'années, qu'il y a une vraie méconnaissance des prestataires sur l'ensemble de l'écosystème médico-social de la part des aidants ou des familles d'une manière générale. Et puis après, vous avez, et c'est là où je rejoins en effet le docteur de Bastard, vous parlez de coordination, c'est exactement ça, c'est la mise en œuvre. Donc, lorsqu'il faut mettre en place un dossier d'aide financière, aller chercher en effet une aide administrative, rencontrer les prestataires, eh bien toute cette coordination de services, elle est extrêmement importante pour décharger complètement l'aidant du début jusqu'à la fin lorsqu'on met en œuvre un dispositif. Et donc le care manager chez Prevencare s'occupe justement de cette coordination de services. Bien sûr, et c'est ce que vous avez dit, Mohamed, il va informer, il va conseiller, il va orienter, il va aussi expliquer dans une démarche pédagogique un écosystème médico-social complexe. Qu'est-ce que l'APA? Qu'est-ce qu'un CLIC? Moi, j'en ai parlé autour de moi, je suis une famille de médecins. Quand je parle de CLIC, de CCAS, de GIR, bon, des GIR pour des médecins, oui, mais de l'écosystème, rares sont ceux qui disent, bah oui, en effet, je vois de quoi tu veux parler. Il y a une vraie méconnaissance, et le jour où ça vous tombe dessus, eh ben, le parcours du combattant démarre. Donc le care manager et l'action, c'est premier objectif, c'est de simplifier la complexité de l'écosystème, qui est complexe, qu'on le veuille ou non. C'est une réalité. C'est de masquer cette complexité. C'est complexe parce que, vous l'avez dit, d'un département à un autre, même si ce sont les mêmes organisations, ce ne sont pas forcément les mêmes termes. Moi, je l'ai vu pendant 15 ans dans le maintien à domicile. Le CLIC va s'appeler, il y aura un nom dans les Yvelines, et puis ça sera différent dans les Bouches-du-Rhône, ça sera encore différent en Gironde. Et quand vous travaillez très souvent en région parisienne et que vous avez vos proches qui sont à distance, hein, vous savez, la distance, d'après des études, entre l'aidant et son proche aidé, c'est à peu près 230 km. Et bien forcément, vous ne faites pas l'aller-retour toutes les semaines, peut-être le week-end, mais ça use aussi. Oui. Et donc, ces organisations-là, elles sont en tout cas, d'une manière générale, ici, des gens qui sont avertis, des gens qui évoluent dans cet écosystème les connaissent, mais globalement, il y a une vraie méconnaissance de ce qui existe en France, alors que des dispositifs informationnels, il y en a un paquet. Oui. Monsieur Michel, je vous entends que vous intervenez très particulièrement sur des situations de perte d'autonomie déjà importantes, voire sévères, voire même des situations complexes. Et pour ce public-là, il existe en France un tas de services que vous avez cités tout à l'heure, hein, à l'après-vert,
ils sont complexes à connaître, ils sont complexes à mobiliser. C'est pas facile de les coordonner. C'est là où la valeur ajoutée de votre entreprise apporte à ces personnes-là. Vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, pour répondre aussi à votre question précédente, quelle est la valeur ajoutée par rapport à nos parties prenantes? Déjà, la valeur ajoutée par rapport aux bénéficiaires, d'avoir un plan d'aide qui soit adapté à la situation actuelle et adaptable aux changements futurs. Et ça, c'est très important et c'est fondamental. Enfin, dans les textes, hein, pour une réévaluation à pas, si on n'a pas une demande de la famille, c'est tous les 5 ans. Donc, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'adapté au moment T et adaptable au futur. Et pour l'aidant, c'est d'avoir lui aussi un aidant à ses côtés, un tiers de confiance, pour l'accompagner dans toutes ses démarches. Parce qu'on n'a pas la prétention, en fait, de fluidifier ce fonctionnement en silo qui est très complexe administrativement, mais c'est de positionner une personne qui va aider l'aidant à aider son proche. C'est fondamental pour nous. Très bien. Alors, puisque vous avez la parole, là, je vais vous demander de la garder encore 2-3 minutes pour nous expliquer maintenant la machine, la salle des machines. On va descendre dans la salle des machines pour voir comment ça fonctionne. Donc, vous avez des process, un modèle d'organisation, vous avez un modèle économique, un modèle de gestion, un modèle de communication. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne précisément? Alors oui, la salle des machines, UNAID est un groupe. On a créé une filiale qui s'appelle UTEC et qui développe en interne, via notre équipe recherche et développement, tous nos outils. Outils de coordination et de communication, un dispositif de téléassistance, une plateforme YouHelp aidant, aider. Et tous ces outils, en fait, nous permettent de libérer du temps homme pour le recentrer quand il est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que sur les premières briques dans le care management, qui vont être pour nous évaluer, orienter, mettre en place et suivre, on a digitalisé ces process d'évaluer, évaluation et orientation. En fait, si vous voulez, tout à chacun, vous pouvez vous dire, je vais aller taper service d'aide à domicile sur mon moteur de recherche Google, je vais avoir tous les services d'aide à domicile localisés à côté de chez moi. Et pourquoi je ne pourrais pas les appeler moi en direct? Et en fait, ça, on l'a digitalisé pour aller dresser. Est-ce que je suis éligible à l'APA? Est-ce que mon proche est éligible à la PCH? Quel est le plan d'aide Care Manager avec les 4 briques que je vous avais identifiées tout à l'heure sur l'adaptation du domicile, l'aide et les soins à domicile, les aides financières, administratives? Est-ce que je peux encore rester chez moi? Et à partir du moment où on a dressé cette évaluation via nos algorithmes, là, le Care Manager va prendre la main. Donc effectivement, vous avez un rôle d'intermédiation entre les usagers, leurs besoins et leurs droits, et les prestataires de services. Comment le lien entre vous et les prestataires de services, y compris en termes comment dire, de tarification? En fait, on a un modèle qui est, à 80% de notre modèle, en B2C. C'est-à-dire que c'est le client final, l'usager, le bénéficiaire ou son aidant, à qui on vend une prestation, et on n'a pas de rétrocommission pour intégrer notre réseau, que ce soit pour les prestataires, que ce soit pour les artisans, etc., pour avoir vraiment une impartialité quant à la présentation des différents intervenants à qui on va présenter les usagers. C'est le client qui paye. C'est le client qui paye. D'accord. Voilà. Excusez-moi. Et l'autre pan d'activité, c'est du B2B, pour intégrer ces prestations de care manager dans des offres d'assurance et de mutuelle, où le client paye via sa cotisation. Guillaume, comment ça fonctionne, donc, les solutions que tu proposes au sein de Prevencare? Alors, nous, aujourd'hui, c'est une solution qui est en B2B2C. Donc, comme je l'expliquais préalablement, c'est une offre que nous proposons aux entreprises, quelle que soit la taille des entreprises. Je rappelle que les études estiment qu'il y a entre 20 à 25% d'aidants familiaux dans les entreprises, quelle que soit la taille, de la TPE au grand groupe. La difficulté, en effet, c'est de pouvoir repérer ces aidants en entreprise, parce qu'on lève rarement la main pour aller voir son manager et pour exprimer une problématique d'aidance, tout simplement parce que ça peut être perçu comme étant un point de faiblesse dans un parcours professionnel. Donc, ce sont des questions intimes et personnelles, malheureusement, que les aidants, dans le milieu professionnel, gardent pour eux, alors qu'il y a un certain nombre de solutions qui existent, que ce soit en effet privé, public. Nous, on a toujours considéré qu'on était un maillon de la chaîne et qu'il fallait s'appuyer sur l'ensemble des acteurs aussi des territoires et des professionnels des territoires. Donc, pour répondre à votre question, comment nous fonctionnons? Eh bien, c'est simple, l'entreprise s'abonne à Prevencare et c'est l'entreprise qui offre les services à ses collaborateurs. Donc, le salarié bénéficie d'un accompagnement d'un care manager dédié, toujours la même personne, qui est donc salarié chez nous, hein, ça fait partie, ce sont nos équipes, et qui va accompagner le salarié de manière gratuite. Après, nous avons passé un certain nombre de
partenariat avec un certain nombre de professionnels. Nous avons à peu près référencé des professionnels dans 20 catégories de services différents sur l'ensemble du territoire national. Et le rôle du care manager, c'est d'apporter cette information, ce conseil, et d'expliquer à l'aidant pourquoi c'est cette structure-là plus qu'une autre par rapport, en effet, à l'évaluation multidimensionnelle des besoins qui a été faite par le care manager. C'est une évaluation qui est faite à distance, qui dure entre 45 minutes et 1 heure, et on a développé en propriétaire, en effet, et ça c'est l'expérience qui parle, un système pour pouvoir proposer à l'aidant un plan d'aide personnalisé en 24 heures. Donc, Prevent Care repose sur une jambe qui est le care manager dédié et le digital au service du salarié aidant, puisqu'il va recevoir un plan d'aide personnalisé dans son espace salarié aidant personnel que nous avons construit en propriétaire, qui lui permet d'échanger avec son care manager dédié, de retrouver l'ensemble des documents qu'on est allé chercher pour lui, qu'on a postés dans cet espace sécurisé conforme à RGPD, de bénéficier d'un premier niveau d'information avec des contenus éditoriaux et d'avoir également un module de prise de rendez-vous et un système d'échange où on peut bénéficier, enfin historiser les échanges, puisque rien ne passe par mail. Lorsqu'on échange entre un care manager et un salarié aidant, c'est un système de chatbot dans l'espace salarié aidant personnel, ce qui permet d'avoir l'historique des échanges et de pouvoir naturellement, si jamais le care manager est absent, qu'une autre personne de l'équipe puisse reprendre la main et avoir l'ensemble des historiques des différents échanges avec le salarié aidant. Donc c'est un fonctionnement relativement simple, où c'est le digital au service de l'aidant salarié, mais toujours avec le rôle du care manager dédié. Moi, je ne crois pas du tout, pour terminer, au 100% digital, avec l'accompagnement auprès des aidants. Il y a une dimension psychologique qui est extrêmement importante, et vous l'avez évoqué avec les différentes illustrations, notamment de Mathieu, et cet accompagnement psychologique, il est essentiel. Le fait d'écouter l'aidant familial est aussi essentiel pour bien comprendre la situation et le contexte du couple aidant-aidé. Tiers de confiance, une relation de proximité. Docteur de Bastard, c'est vraiment, quand même, je dirais, votre action, elle est essentiellement dans le présentiel. Comment vous mettez en branle la complexité du système sanitaire, la relation avec l'hôpital, la médecine de ville, le médico-social, le social? En effet, c'est quelque chose. Sinon, le care manager, c'est quand même en France quelque chose d'assez récent. Je me souviens l'année dernière, ici, on en parlait et c'était presque une découverte. En France, on ne sait pas exactement que recouvre encore le terme care manager, si c'est uniquement du médico-administratif ou du médico-social ou de l'aidant, etc. Alors, moi, je trouve que les deux solutions apportées par Mathieu et Guillaume sont extrêmement intéressantes et elles sont, ce qu'il y a, c'est qu'elles sont finalement limitées à certaines personnes qui ont entendu parler de ces solutions, parce que, en effet, comme le disait tout à l'heure Guillaume, ces problématiques-là n'apparaissent que quand on est confronté à ça, c'est-à-dire dès qu'il y a, et brutalement, parce qu'on le sait, les personnes âgées sont des personnes fragiles, et quand tout va bien, on dit tout va bien, c'est bien, on verra. Enfin, on n'anticipe jamais cette acutisation, c'est-à-dire ce moment où d'un coup tout s'effondre et où tout devient urgent et difficile à mettre en place. Donc finalement, soit on est finalement dans une solution où on est dans une entreprise avec un contrat qui a été passé et on peut trouver une solution, soit on a entendu parler de quelque chose, mais finalement le Kidam se retrouve complètement démuni. Alors nous, ce qu'on est en train de faire, c'est travailler avec l'agence d'autonomie qui est portée par Asma Chouta dans le département, parce que c'est finalement ces services-là qui sont au plus près des municipalités, des CCAS, toutes les structures finalement administratives qui permettent de financer, de mettre en place aussi un certain nombre de choses. Et je pense que l'intérêt, c'est de pouvoir travailler avec des effecteurs, c'est-à-dire des solutions qui sont portées par nos deux autres intervenants. Nous, au niveau de l'APTA, on est en train de mettre en place ça, mais c'est compliqué parce que finalement c'est départemental, c'est quelque chose qui est assez lourd à mettre en place aujourd'hui. Donc j'espère qu'on pourra revenir vers ces solutions-là, parce que ce qu'on met en place, c'est nous au niveau de l'APTA, c'est essentiellement essayer de coordonner de façon générale les
les intervenants sanitaires, c'est-à-dire les infirmières, encore une fois, les médecins, etc., libéraux qui sont en place, qui sont au plus près du patient, et puis les services médico-sociaux qui sont souvent portés par le conseil départemental, les mettre en lien, faire en sorte que les choses se mettent rapidement en place. Mais je pense qu'il faut intégrer, et je pense que dans l'agence d'autonomie, c'est ce qui se fait. On y travaille de toute façon sur ce que regroupe le care manager qui est en train de se mettre en place sur le département. D'accord, donc je sais, donc vous m'avez dit au téléphone la dernière fois que vous avez donc le projet de créer donc un lieu physique avec un professionnel qui sera identifié, qui jouera ce rôle-là. Je voudrais donner la parole à Guillaume, puisque c'est le dernier tour de table, et j'espère qu'on aura peut-être 3-4 minutes pour les questions, des personnes qui participent à sa table ronde. Donc là, on a bien compris que tout ça, il y a des process, il y a des modèles d'organisation, il y a des modèles de financement, il y a un tas de choses, hein, vraiment tout ce qui est dans les salles de machines. Mais tout ça, c'est incarné par une personne, c'est le care manager. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi le profil, quelles sont ses missions, quelles sont ses compétences, au regard de votre expérience? Alors, au regard de mon expérience, le profil d'un care manager, c'est vraiment quelqu'un qui a une parfaite connaissance de l'écosystème médico-social. Donc, ce sont des personnes qui ont cette formation. On peut avoir de grandes qualités humaines, mais si on veut accompagner correctement, faire gagner du temps à l'aidant et lui expliquer un écosystème qui est pas évident, il faut déjà, à la base, bénéficier d'une formation. Donc, ce sont très souvent des personnes qui ont soit un BTS en économie sociale et familiale, soit assistantes sociales, qui ont déjà aussi un peu d'expérience et qui ont déjà un petit peu vécu ou travaillé dans cet environnement-là pour pouvoir appréhender justement cet écosystème et apporter les meilleures réponses. Après, naturellement, ce sont des personnes qui sont formées à nos process, vous l'avez dit. Je pense qu'en effet, comme Mathieu, pour que ça soit pertinent, il y a des process d'entreprise pour pouvoir apporter une réponse. Donc, ce sont vraiment des personnes qui ont un vrai savoir-faire. Après, il y a un savoir-être, l'écoute, l'empathie, avoir une notion de pédagogue. Nous, on est extrêmement attentif sur l'explication de cet écosystème. Je prends un exemple très court. On ne va pas dire, bah voilà, votre maman, pour prendre un exemple peut-être qui parle à tout le monde, va bénéficier de l'APA et puis votre maman va avoir une aide financière. On va expliquer ce qu'est l'APA, on va expliquer quels sont les délais, on va expliquer comment remplir le dossier. De toute façon, c'est nous qui allons chercher le dossier et qui allons le poster dans l'espace personnel de l'aidant et on va limite prendre la plume pour aider l'aidant à remplir sa partie administrative. La partie médicale, c'est pour le médecin, mais on va lui expliquer pour que, au fond, l'aidant puisse avoir clairement en tête une idée de ce qu'il attend en termes de parcours. Voilà. Et le rôle du care manager sur ces qualités-là est essentiel. Donc une capacité d'écoute, une capacité de qualifier le besoin, oui, une capacité de mobiliser, une bonne connaissance de l'écosystème, des services, des aides, des dispositifs divers et variés, et un accompagnement vers l'accès à ces droits, à ces services. Je voudrais donner la parole à M. Michel. Donc vous, au regard de votre expérience, comment vous qualifierez le care manager chez vous? Alors avant tout, chez nous, c'est un aidant familial ou ça a été un aidant familial. C'est 100% de nos équipes et ça va du care manager à l'ingénieur informatique. C'est dans notre cursus de recrutement. On veut qu'il soit passé par là. Ensuite, sur les care managers, assistante sociale, on a des infirmiers, direction d'établissement médico-social. Tout ça pour revenir que c'est des métiers assez spécialisés. Et si je reviens en rebobinant sur le début de cette conférence sur demander à un infirmier d'aller voir l'adaptation du domicile, waouh, c'est plutôt un ergo qu'on va envoyer. Et c'est pour ça, et je reviens sur le digital, on a décentralisé aussi toute une base de savoir. En fait, c'est de les former, ces care managers, à où est l'information, comment je vais la chercher pour pouvoir la mettre en place et en faire bénéficier l'aidant et son proche. Une dernière question vraiment. Vos sentiments, ce métier-là, il a de l'avenir en termes de quantité, en termes de développement? C'est quelque chose sur lequel on va s'engager en France? Quel est votre sentiment? Mon sentiment, oui. Maintenant, il va avoir une vraie politique publique à mettre en place et je pense que le rôle de précurseur, comme on peut l'être, c'est de montrer qu'il y a un impact et un intérêt pour les usagers finaux, en fait. Ensuite, on pourra tous se mettre intelligemment autour de la table et voir comment on le finance bien pour en faire profiter le plus grand nombre. Guillaume? Oui, je suis convaincu qu'en effet, vous l'avez expliqué au tout début, ce sont des nouveaux métiers. Il faut expliquer ces nouveaux métiers. Alors, c'est encore de l'anglicisme, hein, le care manager, mais en fait, nous, on parle de care manager parce que, encore une fois,
dans la langue anglaise, le care, c'est le prendre soin, c'est dans l'accompagnement. Alors, on peut parler de conseiller, on peut parler de tiers de confiance, on peut parler mais le care manager, d'abord, ça existe en Amérique du Nord, ça existe en Europe du Nord, dans les pays scandinaves, ça existe au Japon, et c'est d'ailleurs très souvent des structures publiques et pas privées. Tout à fait. Donc ça, c'est très intéressant aussi de regarder de quelle manière ça fonctionne et de quelle manière c'est souvent financé. adossé aux collectivités locales, notamment les communes, les municipalités. Et c'est voilà. En France, bon, on a un système qui est un peu différent. Moi, je ne suis pas parti d'une feuille blanche. Chacun a son expérience. Mathieu a été aidant. Moi, je suis parti de mon expérience précédente pendant 15 ans dans le maintien à domicile. Donc, j'ai fait un constat. Et je suis convaincu, comme Mathieu, que ce sont des métiers qui ont de l'avenir parce qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement par rapport, en effet, à un environnement. Alors, on a parlé de vieillissement de la population, d'allongement de la durée de vie, d'explosion de familles monoparentales, des maladies chroniques. C'est difficile d'entendre ça. Mais Oui. c'est la réalité et il faut accompagner. Docteur de Bastard, les personnes âgées, c'est des très bons clients du système hospitalier. Ils passent leur temps à faire des allers-retours. Vous pensez que là aussi, le care manager, il pourrait être un bon métier en développement pour réduire la pression sur l'hôpital, pour éviter les hospitalisations non programmées, évitables, etc. Exactement, c'est ce que viennent de dire les deux intervenants, hein, Mathieu et Guillaume. C'est le care manager a en effet un avenir radieux devant lui parce que c'est la nécessité, c'est un peu la pierre angulaire entre le médico-social et le sanitaire, et on voit que ce sont deux systèmes qui communiquent mal, qui ne se connaissent pas, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir quelqu'un qui fasse l'interface pour fluidifier un petit peu la communication entre ces deux mondes, et puis éviter justement à la fois les ruptures de parcours et le fait que les patients ou les personnes, les usagers soient abandonnés et mal prise en charge. Donc, ce qui se met en place aussi, vous avez peut-être vu, c'est ce qu'on appelle le service d'accès aux soins. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui que l'accès aux soins est compliqué parce que on manque de professionnels de santé de tout type, hein, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignants, l'aide à la personne aussi en plein développement parce que, encore une fois, la population vieillit, elle veut rester à domicile. Donc, il y a besoin de personnes qui soient professionnels parce que les aidants s'épuisent et n'ont pas toujours la possibilité, le temps, les compétences pour le faire. Donc il y a besoin de personnes compétentes, professionnelles, qui soient au carrefour de tout ça. Merci docteur. Je sais qu'on a un petit peu dépassé le temps à partir, mais vu qu'on avait commencé aussi tard, donc vraiment 2-3 minutes pour une ou deux questions. Je vois une main levée là-bas. Est-ce que vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît? Vous vous présentez et puis vraiment vous posez votre question de manière très brève, si possible. Alors bonjour, j'ai une formation de soignante. Je travaille pendant pas mal d'années en service de psychiatrie. Là, je vais parler pour un de mes collègues qui souhaite faire cette formation, qui a plusieurs années d'expérience dans le secteur de psychiatrie, qui fait de l'HAD en ce moment avec des personnes psychotiques au domicile. Et je voulais connaître en fait la formation et les prérequis pour faire cette formation. Est-ce qu'un aide-soignant ayant de l'expérience pendant plusieurs années, ayant fait de l'HAD, peut accéder à cette formation? Qui répond? Michel? Alors, chez UNAID, il est le bienvenu, très clairement. Aujourd'hui, c'est une formation qu'on a dressée, nous, en interne. On travaille avec la faculté du littoral pour faire des VAE pour des aidants, et pour aussi inclure des professionnels du médico-social ou du sanitaire dans cette VAE où nous, on intervient en fait pour les intégrer à ce travail de care management. Et c'est la chance que il y a pas encore, le métier n'est pas encore défini, formalisé, donc c'est encore possible. Voilà, c'est un peu le mouton à six pattes même, si je peux me permettre. Donc beaucoup de profils professionnels qui ont de l'expérience et qui ont un potentiel peuvent y accéder avec évidemment une formation en interne. Deuxième question. Je ne veux pas être poli avec la table ronde qui va suivre. Une main levée là-bas, tout en haut. Et ça sera la dernière, et après on se quitte gentiment. Bonjour, je suis Stéphanie Gauthier. J'intègre l'agence du coup interdépartementale au 1er octobre sur le sujet des aidants notamment. Et la question que je me pose, c'est on voit émerger effectivement beaucoup de dispositifs comme les vôtres. Je connais aussi Tilia, je peux en citer les autonomies planner aussi à titre privé. Je me pose toujours la question de rajouter encore dans le panel des aidants une personne. Et la question aussi de la qualité, comment les aidants vont s'y retrouver entre ces dispositifs qui émergent de care manager, surtout s'ils sont privés, et comment les financer quand ce n'est pas une entreprise qui met au pot, quand ce n'est pas une famille qui peut le faire. Il y a toujours la question de l'écart et de ces personnes âgées qui sont retraitées, qui n'ont pas d'aidants,
qui sont en difficulté, très souvent aidants de son conjoint, et qui n'auront pas l'information, qui ne seront pas à l'aise avec le digital. Voilà, encore beaucoup de leviers pour moi. Bien sûr, bien sûr. Alors là, vous avez évoqué Tilia et les autonomie planners. Les autonomie planners, c'est un modèle encore un peu différent parce que je ne vais pas parler à leur place, mais c'est un modèle d'accompagnement pendant les interventions, ce qu'on ne fait pas chez Prevencare, et je laisserai Mathieu peut-être préciser cette partie pour une aide. Mais nous, on est dans l'amont, c'est-à-dire dans l'organisation, l'information, le conseil, la recherche, la coordination lorsqu'il faut mettre en place un dispositif. Et notamment, on a parlé de sortie d'hospitalisation. Typiquement, on a des personnes qui nous appellent où, voilà, maman sort dans une semaine de l'hôpital, elle habite à Saint-Étienne, j'habite à Paris, je suis fille unique. Voilà, le médecin m'a juste dit pour que votre maman soit bien à la maison, au moins mettez un peu une auxiliaire de vie le matin pour l'aider à s'habiller et à prendre la douche. Bon, et le reste. Et donc, nous, on fait une évaluation des besoins et on va compléter, on va organiser ce retour à domicile. Mais après, les professionnels qui vont intervenir au domicile vont faire leur vie avec l'aidant et le proche fragile. Donc, nous, on est dans l'amont, dans l'organisation. Donc, si vous voulez, on n'est pas un acteur où l'aidant va se retrouver noyé au milieu d'un certain nombre d'acteurs, puisqu'on est dans l'organisation pour pouvoir coordonner un dispositif qui peut être nébuleux ou un écosystème qui est difficile à appréhender pour des aidants familiaux. Après, vous avez parlé de Tilia, et ça, c'est une appli, en effet, qui propose encore autre chose. Donc, Je pense que la question mériterait sans doute un bon quart d'heure pour y répondre. On va s'arrêter là. Effectivement, ce sont des solutions qui sont en émergence, donc on aura sans doute l'occasion d'approfondir ce sujet-là. C'est pas pour vous enlever votre envie de parler, mais on a dépassé largement le temps. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de ces échanges et merci beaucoup à la salle pour votre patience et votre écoute.